Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de cinéma et de nourriture. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 1, tout beau tout propre, avec une nouvelle recette qu'on va tester aujourd'hui. Au menu, on va avoir, voilà c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou. Et on va le décortiquer avec Antoine. Salut Antoine. Salut tout le monde. Et moi, votre serviteur, du coup, Camille, qui est gros fada de purée de pommes de terre avec des morceaux de steak dedans. Pour commencer là, voilà ces gros mythes et les mystères du lapin-garou. Toi, c'est quoi ton rapport aux carottes? Mon rapport aux carottes, c'est la maladie. J'en mange pas du tout. Allez, je devrais en manger plus, mais les seules fois où j'en mange, c'est pour me faire des carottes Vichy. Et c'est pour faire passer une maladie liée au froid, c'est radical. Parce que tu manges que ça quand t'es malade, toi. À peu près, ça et du riz. Et t'aimes pas les carottes, de base? Si, j'aime bien, mais je me suis rendu compte que les carottes, je les mangeais souvent avec des sauces, quoi. Genre, il me fallait de la rouille avec, quoi. Attends, la rouille, c'est pas le truc pour les poissons, ça? Non, c'est aussi fait pour les assortiments de crudités. Tu mets de la rouille dans la mayo. Parce que moi, la rouille, je t'explique, je connais ça dans la soupe de poisson. Et la rouille, il faut pas en mettre beaucoup. Mais ouais, si c'est t'en mets un petit peu dans la mayo avec plein de crudités, c'est excellent. D'accord. Perso, les meilleurs souvenirs de carottes que j'ai, en tout cas les plus récents, c'est quand tu les coupes crus et tu les mets avec de la toyonnade ou du petit yaourt. Je sais pas si tu mets ça en apéritif, toi. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un peu le must dans tous les apéros dînatoires avec tes parents dans le sud. Ouais, c'est peu importe où tu vas, peu importe si t'as des potes ou pas. Quand tu fais un apéro avec des gens, t'as forcément un plat de crudité avec plein de sauces, du tzatziki, de la toyonnade, de la mayo. Et du coup, les carottes là-dedans sont toujours là, c'est vrai. Après, qu'est-ce que ça dit sur les carottes quand t'es obligé d'en manger avec de la sauce, quoi. Bah, ça rend aimable aussi. Non, j'avais appris ça à la primaire. Que ça rendait aimable? Ouais, tu connais pas l'histoire du lapin qui mangeait des carottes pour le rendre aimable? Et il en donne au loup, et le loup, il est super sympa avec lui après. Il veut plus le bouffer. D'accord. Ce petit avant-propos sur la carotte passée, nous allons pouvoir passer à la description et à la fiche technique du film. Alors Antoine, savais-tu que voilà c'est gros mythes, le mystère du lapin-garou était sorti en 2005 dans le monde, était produit par les studios Aardman, qui du coup nous ont donné des chefs-d'œuvre comme Chicken Run, plusieurs courts-métrages voilà c'est gros mythes, récemment Shaun of the Dead et le tout dernier... Pardon? Oh, Shaun of the Dead, pardon. Shaun le mouton, pardon. Pardon, Shaun le mouton et récemment Crowman qui est sorti le dernier, je regarde ma fiche, ouais, le dernier sorti des studios Aardman est sorti en 2018. Donc les studios Aardman, leur spécificité, c'est de l'animation en stop motion avec de la pâte à modeler. Et donc le film en particulier, c'est le deuxième de la boîte. Ils avaient fait qu'un seul avant qui était Chicken Run. Et ça avait remporté l'Oscar de l'animation à l'époque. Donc les mecs, ils sont arrivés, premier film, ils pèsent dans le game. Et voilà, c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou est arrivé lui aussi en 2005. Poum, il a remporté la statuette. Donc les mecs, à chaque fois, quand ils arrivent, en tout cas quand c'était au cinéma à cette époque-là, ils faisaient pas les choses à moitié, ils arrivaient à s'imposer dans le circuit. Et donc ce film, en fait, il est écrit et réalisé par une grosse équipe qui est la colonne vertébrale de Studio Aardman. Sont Nick Park, Steve Bob Baker et Mark Burton, qu'on peut retrouver sur plus ou moins tous les autres courts-métrages, et on voit leur humour, c'est un humour très slapstick. Très cartoon. Hein. Très cartoon et très référencé aussi. Si on en discutait, on va en rediscuter après, c'est... Tous les courts-métrages et les films des studios Aardman sont à double sens et ont des références cachées plus ou moins assumées. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a remporté la statuette. On sait très bien que sur certains de ces grands événements, les gens du jury sont de grands cinéphiles et ont une certaine tendresse pour les films qui renvoient à l'amour du cinéma. Ouais, disons que si tu les caresses dans le sens du poil, ils vont être contents. Ouais, surtout les grands films de la Warner, des choses comme ça. Je pense là, en citant comme ça, on en parlera après, hein, mais
Voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin-garou, t'as des références à Jaws, t'as des références à Psychose, t'as plein de références différentes et bah forcément ça les flatte. On embraye tout de suite avec le résumé du film, qui est clairement en fait c'est un timbre-poste, hein. C'est l'inventeur Wallace et son chien Gromit, comme on les connaît, doivent faire face à une invasion de lapins pendant la préparation de la grande fête du légume de leur village qui, je crois, il n'y a pas de nom dans le village, c'est The Town en fait. Eux, ils sont des inventeurs qui chassent les lapins et les attrapent de manière pacifique pour les arrêter, pour que en fait, les lapins arrêtent de manger les légumes qui vont être proposés au grand concours du meilleur légume de la ville. Et ils vont se retrouver face à un mystère où une bête terrifie le village et détruit tous les légumes et ça met en péril le bien-être du village en général. On va du coup passer aux avis. Antoine, toi tu m'as dit t'avais un passif avec ce film. Ah ouais. Tu as un passif avec Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Donc vas-y, je te laisse la priorité, après moi je raconterai mon truc. Bah, j'en profite aussi pour donner mon avis général, parce que maintenant que je le vois à 25 ans, je le trouve très bien ce film. Il est rempli de références qui moi me touchent dans mon âme de cinéphile. Et on sent qu'ils ont pensé aux petits et aux grands, dans leurs blagues, dans leurs intentions comiques. Quand j'étais petit, ce film m'a effrayé. T'es pas le seul. J'ai plein de potes qui m'ont dit la même chose. Quand on était petit, on a tous eu un némésis. Certains c'était le vampire, d'autres c'était le zombie, moi c'était le loup-garou. Oh. J'étais effrayé à l'idée que des loups-garous puissent exister, parce que de un, tu n'as pas contrôle sur leur transformation, puisque ça dépend de la lune, et tu n'as pas de contrôle sur la lune, donc ils ne peuvent que exister sans que tu puisses y faire quelque chose. Et de deux, ils sont effrayants. Enfin, c'est des loups qui veulent te manger et qui ont des forces incommensurables. Je me souviens, mon père en avait tellement marre, il m'avait dit « Regarde Antoine, la porte, je la ferme à double tour, il y a des barreaux sur la porte, le loup-garou ne va pas rentrer. » Et moi, je lui ai répondu... C'était classe ta chambre à l'époque, hein, avec les barreaux. La porte d'entrée. Et je lui répondais mais un coup de croc, il s'en fout de ta porte, c'est ridicule, papa, réfléchis. Est-ce qu'il avait mis des barreaux en argent? Non, c'était déjà là, c'était des petits ornements. Ouais, des petits trucs de grillage, quoi. Non, c'était pas du grillage, c'était des ornements. Ah. C'était des choses comme ça. Ah oui, l'espèce de laurier bizarre, non? C'est ça, c'est des petits trucs comme ça qui traversaient la vitre de la porte d'entrée, et du coup, il arrivait pas à m'enlever cette peur que j'ai eue pendant longtemps, et qui d'ailleurs m'a même influencé jusqu'aujourd'hui. Ça t'a suivi encore? T'as encore peur de certains films de loup-garou? J'ai pas peur des films de loup-garou. Par contre, le rapport à l'espace que j'ai dans les films d'horreur, le rapport à la lune, le rapport à... Comment s'appelle le style d'horreur Lovecraftien? L'horreur cosmique? L'horreur cosmique, en fait. Pour moi, le loup-garou, c'est l'horreur cosmique. Pourquoi? Parce que il y a un lien direct avec quelque chose qui est dans l'espace. Quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre, quelque chose qu'on ne pourra jamais arrêter. Le rapport à la lune? Ouais. Les gens l'oublient. Mais moi, je suis désolé, un vampire, tu lui mets une gousse d'ail, tu lui mets une croix, tu lui mets le soleil, très bien. Un loup-garou, tu ne peux pas cacher la lune, en fait. Oui, mais et tout ce qui est en rapport au loup-garou ne dépend pas de l'humain. Bah, pour moi, enfin là je rebondis, tu vois, pour moi si, parce qu'en fait le loup-garou, au-delà d'être une métaphore de la bestialité en plein de gens, il y a aussi un rapport, une lecture sur les menstruations, sur le cycle menstruel des femmes, pleine lune, machin chouette, etc. T'as un rapport à la chasse, c'est la grosse bête à chasser. C'est pour ça qu'on peut la tuer avec une balle en argent. Tu le mets dans ta pétoire et tu le tues, tu vois. Je suis d'accord avec tout ce que ça tu reste me dis. Très... En fait, pour moi, c'est... Enfin, je trouve ça hyper intéressant ton côté cosmique par rapport à la lune. Mais pour moi, ça me faisait peur aussi quand j'étais petit, mais ça m'intriguait plus, moi, pour le coup. Je préfère beaucoup plus les loups-garous aux vampires, parce que les vampires, ça m'obsède pour une autre raison. Je pense qu'on en parlera, parce qu'on va faire, je pense, un épisode sur les vampires. C'est obligé, comme ils mangent, il y a un rapport à ça. Les loups-garous, moi je trouve que c'est un côté très physique, et comme j'ai grandi plus ou moins en face d'une grosse forêt, bah je me faisais moi-même mes petits films en me disant bah je suis Pierre le loup et vas-y je prends ma pétoire, tout ça, et bah en fait c'est un gros loup quoi. Bah j'étais comme toi, sauf que moi j'étais en mode bah il va me tuer en fait. Je regardais la forêt sombre et tout, j'étais en mode bon bah à n'importe quel moment vraiment, c'est ça. Ouais non mais après voilà, moi ça me faisait peur, hein. Alors quand j'étais petit c'était le loup-garou qui me faisait peur, j'ai vu l'épisode 3 d'Harry Potter au cinéma et ça m'a effrayé, je n'arrivais pas à réouvrir les yeux au cinéma. Tu m'étonnes, elle est dégueulasse la transformation. Elle est terrifiante, et donc
quand j'ai vu Wallace et Gromit, ça m'a presque renvoyé à ça. Quand je voyais la transformation du lapin, Oui. bah, ça m'a vraiment fait peur dans la forêt, en fait, quand il se transforme. Oui, Ça m'a vraiment effrayé. C'est là, je pense qu'on est d'accord pour dire ça, c'est qu'il y a, le film est assumé d'être un hommage à plein de moments sur les monstres de la Hammer, et surtout le loup-garou. Enfin, après, moi... Bah oui, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, je l'ai vu plutôt tard, enfin, j'avais 7-8 ans. J'étais un petit peu fasciné, terrifié par leur design. En fait, c'était surtout leurs dents, moi, qui me faisaient peur. Parce qu'en fait, il y a une animation qui est vraiment faite au niveau de la bouche, où quand ils parlent, c'est littéralement, ils mâchent leurs mots, et tu vois vraiment une animation faite au dentier, en stop motion. Et ça me faisait plutôt peur, parce que je me disais, mais en fait, ils peuvent te donner des coups de croc, cette espèce de personnage bizarre. Et c'est plus ça qui me terrifiait. Et quand j'ai vu le film, je l'ai vu, je crois, une fois chez des amis. Et donc, en fait, ça m'avait plutôt amusé, et j'en avais gardé un bon souvenir, en fait. J'ai pas été traumatisé par le film dès le début. Et donc, bah là, je l'ai revu, et c'est trop bien. C'est vraiment... moi, voilà, j'ai un rapport particulier à la stop motion, j'adore ça. Et ben, je trouve que c'est un des studios qui, à l'époque, a montré que la stop motion, c'était vraiment un art à part entière. C'était un support qui avait plein de possibilités d'animation et de choses, que c'était une vraie façon de faire les films. Et pour le coup, moi, je le place dans les meilleurs films de stop motion. Et en plus, au niveau de la qualité, j'ai vu le making of. Et il y a eu tout un... Pareil, là, j'en profite, je place ça maintenant. Tu vois le lapin. L'armature du lapin. Elle est pleine de poils, et en fait, c'est des vrais poils qu'ils ont fait, et à la stop motion, comme tu touches beaucoup les figurines, ils étaient très embêtés, parce qu'à chaque fois qu'ils touchaient les poils, ça se voyait à l'écran, tu sais, ça faisait des petits sautes de trucs, donc en fait, ils ont fait tout un système mécanique à l'intérieur du lapin, pour que ils aient à moins la toucher, pour que les poils restent tout lisses, ça faisait, par contre, le bémol, ça faisait que la figurine, elle pesait genre 20 kilos, et du coup, elle était hyper lourde à manipuler. Ils disaient, en gros, ils avaient tout un problème pour la rendre à la fois fluffy, un peu légère, et en même temps, bah, sur le physique, bah, c'est 20 kilos, quoi. C'est donc... Donc c'est une prouesse technique au-delà de cinématographique, quoi. Sur plein de points, tu sais, on a eu l'étrange Noël de Mr. Jack, qui a été un des premiers de Andy Selick, où il dit, bah ouais, on peut faire des travelling en stop motion, les gars, y a pas de souci, la caméra doit bouger, et c'est possible. Eux, ils font ça aussi. Et je trouve leur prestige et leur reconnaissance, c'est là où on peut les acclamer pour ça, c'est qu'ils ont pris de la pâte à modeler, où ils assument qu'on voit les morceaux tu peux faire des arrêts sur image, en fait, tu vois qu'il y a des morceaux d'empreintes digitales sur les figurines. Ils ont pas gommé ça à l'ordinateur pour montrer que vraiment, bah, ils étaient avec leur petit pouce et ils bougent les machins à la main, quoi. D'accord. Et pour ça, gros respect, quoi. Je comprends qu'ils puissent vouloir montrer leurs pattes littéralement sur leurs figurines, puisque faut rappeler au public que la stop motion, c'est avant tout un art de petites mains, en fait. C'est un art de... Comment on appelle déjà tous les métiers, c'est un art d'artisan. Ouais, en fait. oui, t'as un rapport au matériau qui est direct, quoi. Moi, mon premier point d'analyse sur ce film, le mystère du lapin-garou, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'intérêt de la stop motion pour sublimer la nourriture et apporter une plus-value à la nourriture qui est représentée. Moi, à l'époque, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait les toucher. Tout est tangible. J'ai remarqué aussi que les réalisateurs, ils en sont conscients. C'est-à-dire que que ce soit dans les courts-métrages, dans Chicken Run ou dans ce film-là, t'as tout un rapport à la texture. C'est-à-dire que quand ils touchent du métal, le métal, il brille, il y a un crissement dessus. Quand il y a du tissu, t'as vraiment le côté très cotonneux. Ils en jouent dessus, que ce soit pour faire craquer les pantalons, pour faire sortir de la mousse, etc. Par exemple, dans le court-métrage Mauvais Pantalon, t'as tout un jeu avec un diamant qui brille et qui fait de la lumière. Donc c'est vraiment un effet pratique de la lumière qui tombe dessus, quoi. Et un autre truc qui faisait partie, moi, de mes traumas, c'est leurs yeux. Leurs yeux, c'est des petites boules qui menacent de sortir à chaque fois. Je sais pas si t'es... Oui, je vois. Le truc, c'est que moi, j'ai pas pu avoir ça parce que avant de voir Wallace et Gromit, ma grand-mère me montrait Tex Avery. Ah. Et en fait, moi, le truc en fait, à cet âge-là, quand j'ai vu Wallace et Gromit, que les yeux sortent des orbites, pour moi, c'était même logique dans les personnages d'animation. C'était quelque chose entre Titi et Grominet, tous les Warner Bros, plus les Tex Avery. Pour moi, c'était même bizarre qu'un personnage réponde à des logiques corporelles humaines, en fait. Ah, tu devais avoir beaucoup d'amis à la cour de récré, toi. Aucun. Bah alors, tes yeux ils sortent pas. Ah, j'en avais beaucoup, j'avais ma Game Boy, T'avais Super NES. J'avais Pokémon. T'avais Boston à l'époque ou pas?
Alors Boston, pour les auditeurs, c'était mon chien, et non, j'avais pas encore Boston à l'époque. Ah, ouais, donc vraiment pas d'amis, quoi. Non, Non. 0-0. Ok. Pardon. Du coup, c'est grâce à tout ce que je viens de dire sur la stop motion, le côté très tangible, ou la grosse courgette que Goromit berce comme son petit bébé. Bah, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une courgette que je pouvais avoir au fond du potager que mon père y cultivait. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une plus-value parce que bah, ça rend hyper réaliste cette nourriture et du coup hyper appétissante. Par exemple, la confiture, elle est gluante. T'as des effets de lumière dessus. T'as tout ce côté... ouais, c'est du slime, quoi. Ou par exemple, une autre scène qui m'avait traumatisé parce que j'avais vraiment l'impression que c'était vrai, c'est dans Chicken Run, la scène où ils sont dans l'industrie à pâtes et qu'à un moment, il y a le poulet, là, la tête dans la pâte, il étouffe parce que tu vois, c'est collant. Et moi, j'avais vraiment l'impression de me dire, mais en fait, cette pâte, elle existe et ben, tu vois, j'avais le même je sortais du DVD, j'allais dans la cuisine, je voyais ma mère qui faisait une quiche, je dis, bah, waouh, c'est la même en fait. C'est ce côté très appétissant de la nourriture et qui là est dans Wallace et Gromit avec les légumes qui sont sublimés, qui sont vraiment la denrée de tout le monde, c'est quelque chose qu'il aurait été très compliqué d'avoir en dessin animé ou alors t'aurais eu un autre effet, mais pas celui-là, pas ce côté très tangible où t'as presque envie de croquer ce fruit. Je suis d'accord, sachant qu'en plus, je pense que c'est ce que la 2D est en train d'essayer de rattraper à travers la 3D. Ouais. Notamment à travers la 3D qui est en train de se démocratiser petit à petit, récemment avec Spider-Man de Sony. Et c'est pas de la 3D, ça. C'est de la 2D 3D, mais c'est de la 2D plus texturée. Oui. C'est de la 2D qui permet de croire qu'il y a vraiment un truc en 3D devant soi. Et je pense que... C'est un mélange. Ouais, c'est un mélange. Je pense que c'est la réponse de... On peut y voir, dans cette méthode d'animation, une réponse à la stop motion. Motion. À ne pas confondre avec la stop motion, c'est pas la même chose. Et oui, je suis d'accord avec toi, la stop motion, ça aide à sublimer les choses. Ce qui me vient directement en tête, c'est la scène du sushi dans L'île aux chiens de Wes Anderson. Ouais, ah, putain. Punaise. Ah oui, non, pardon, parce que là, techniquement, j'ai envie de le manger, le sushi. Exactement. On peut même y voir une vraie évolution dans la lumière, dans la manière de filmer aussi à stop motion. Wes Anderson. Parce que pour filmer, c'est compliqué. Avant Wes Anderson, c'était compliqué de trouver de la stop motion d'auteur. Qui se sent comme de la stop motion d'auteur. Kubo, tu l'as vu, Kubo, l'armure magique? J'ai vu Kubo, c'est très rare. Tu vois. Mais en fait, c'est quoi la stop motion d'auteur? La stop motion d'auteur, c'est une stop motion qui est traitée visuellement dans le montage, dans les couleurs, dans la lumière, dans la valeur de plan, dans tout ce qu'il y a de cinématographique comme un auteur. On y voit une personnalité derrière. Et je vois ça donc avec Wes Anderson, puisque Wes Anderson filme ses films de stop motion comme il filme en réalité ses films live, et on peut voir ça en effet dans Kubo Verse Magique. J'ai une question, pour moi, en fait, la stop motion d'auteur, en fait, est-ce que c'est pas juste comme tu dis, plus largement, la patte de l'auteur et son style? Parce que Wes Anderson, comme tu l'as dit, il a reproduit, que ce soit pour Fantastic Mr. Fox ou L'île aux chiens, c'est son style, c'est sa manière de réaliser, sa manière de faire les plans. Comme pour Wallace et Gromit, c'est les chara-design et la manière de réaliser qu'on retrouve qui est une constante. Comme pour, par exemple, Tim Burton. T'as des thématiques, tu reconnais un film de Tim Burton et tu en reconnais un de Wes Anderson. Oui. Et donc Kubo, peut-être qu'aussi c'est parce que les réalisateurs ont peut-être fait que celui-là, ou on en fait un autre, mais qui n'était pas la stop motion et qui sont pas assez connus, ils n'ont pas eu un studio qui était consacré à ça. Hardman, on le rappelle, c'est un studio qui est 100% stop motion, pâte à modeler, c'est leur marque de fabrique. Oui, la pâte à modeler pour moi te permet pas de te définir comme un auteur, c'est juste un moyen non, t'as un style, oui, c'est un support. Tu vois, c'est là, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment avoir un style par-dessus ça. Avec les studios Hardman, on peut voir une personnalité d'auteur, non, même pas une personnalité d'auteur, je dirais plus une ligne éditoriale. En fait, moi je vois plus... Un style de dessin presque, en fait. Oui, c'est vrai que les studios Hardman ont déjà un style, une personnalité, et en réalité, oui, un style d'auteur. C'est juste que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un film de stop motion intéressant, c'est toujours un film d'auteur. C'est Junkhead, c'est les films de Wes Anderson, c'est Kubo, c'est les films de Hardman. C'est à chaque fois... Mad God aussi, du coup, Mad tu voulais God, en parler, ouais. Énorme film d'auteur,
C'est presque expérimental. Très c'est expérimental, comme même. Junkhead, c'est le mec c'est des gens qui font ça dans leur cave et tout. Ils ont pas de producteur ou très peu. Du coup, ils ont une liberté totale sur sur le côté artistique. Oui, on revient au fait que les films d'auteur sont des films d'artisans. Ouais. C'est des boulangers qui font leur pain dans leur coin et ils ont personne pour leur dire comment le faire. Ouais. Bah, sans transition, du coup, je vais passer à mon premier point. Bah, moi, je vais plutôt parler des légumes, mais comment est-ce que on peut utiliser des légumes pour faire des hommages aux films de genre ? On l'a dès la première séquence, dès le premier plan du film, on a un point de vue du tueur qui renvoie à Scream. Pas Scream. On a un point de vue du tueur qui renvoie à Michael Myers. Myers, ouais. Exactement, et plus largement au film de slasher. Et si on arrive à avoir cette esthétique-là, si le film arrive à avoir une esthétique aussi marquée, c'est parce qu'il traite les carottes comme des victimes. Il les traite comme des victimes dans un film d'horreur. Et du coup, ce traitement des légumes comme des victimes, il permet de ne pas seulement s'arrêter au film d'horreur, mais aussi au film noir. On le voit dans l'allée, alors que, ces gros mythes, on fait une fausse lapine pour attirer le lapin-garou. Une lapine, faite avec de la laine qui a l'air dégoûtante. La pin-up, là. Une lapine pin-up bien dégueulasse. Et ils attendent que le lapin-garou sorte de son terrier. Et on a un plan qui est digne de tous les films noirs en couleur, avec un néon qui grésille. Ouais. Avec une rue mal éclairée, avec derrière eux une sensation de vide que laissent des lignes de fuite, avec une énorme profondeur, parce qu'il y a un tunnel qui est juste derrière eux. Donc il y a tout ce qu'il faut pour rappeler le polar. Et ça encore, c'est grâce à leur traitement du légume. Même ça, tu vois, comme tu dis, le côté très Scotland Yard et tout, ça se retrouve dès le premier plan, où on voit le titre qui se reflète dans une flaque d'eau que piétine un agent de police. Oui. Un agent de police très londonien encore, avec son petit chapeau là, tout rond. Ouais, donc scène typique des... et juste normalement dans un film de polar, après ça, il est en mode, où est le corps ? Ouais, c'est ça, c'est presque, moi, ça me fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait, Jack l'Éventreur, quoi. C'est vraiment, tu sais, c'est les unes du petit matin en mode, Jack l'Éventreur encore frappé, Scotland Yard, machin chouette. En fait, c'est un dictionnaire de références, ce film, c'est un truc à tiroir, il y a plein de choses à sortir. Il y a, je sais pas si tu vois la scène, je crois, il y a une scène quand Gromit monte les escaliers pour aller essayer de voir ce qui se passe à l'étage parce qu'il entend Wallace qui ronfle, on sait pas trop ce qu'il fout. Non, quand il veut voir le lapin qui est dans la chambre. En gros, dans les commentaires audio, les réalisateurs disaient en fait, ça c'était un plan à la Psychose. Ouais. T'as des plans qui sont extrêmement référencés. Ouais, pour le coup, ce plan-là en particulier, mais c'est peut-être parce que Psychose m'a moins marqué que Twin Peaks, mais pour moi, c'est vraiment un plan de Twin Peaks. Haute soupe, là. Haute soupe. Non, mais c'est ce plan en contre-plongée sur les escaliers avec un endroit sombre, on sait pas trop où ça va. Pour moi, ça c'est typiquement du Lynch, mais c'est vrai que chronologiquement, Lynch a emprunté à Hitchcock. Tout à fait, c'est tout à fait normal qu'il soit cité et qu'il se soit inspiré plus d'Hitchcock que de Lynch. Mais aussi, les légumes ne sont pas traités que en tant que victimes, ils sont aussi traités en tant qu'armes. On en voit avec ça, avec la carotte d'or. Ouais, qui sera traité comme balle. C'est ça, la carotte qui est une carotte en or qui est le trophée décerné au gagnant du meilleur légume, du plus beau légume. C'est ça. Et parce que il y a ce truc de carotte en or et puis il y a ce rapport au loup-garou, alors ils peuvent faire une scène quand le chasseur va chez le vicaire et qu'il est en mode dans la nuit. Donc bien sûr, la scène est entièrement éclairée avec la bougie, avec les éclairs les orages, ouais. Et bien sûr, la pub à son fort. D'ailleurs, il y a toujours un traitement comique, vu qu'on est quand même dans un film pour familial et pour se marrer, quoi. C'est que les éclairs ne frappent que lorsque c'est dramaturgiquement intéressant, quoi. Oui, il rappelle, il disait « a bullet ». Là, c'est « a bullet ». Et parce qu'il paraît, ça, c'était une impro. Ah bon ? Ouais, ils ont dit, en gros, dans les commentaires, ils disaient, en fait, on savait pas comment rendre comique la scène, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est le champ lexical, littéralement, du film de monstre. Du film de monstre, on ouvre le grimoire, on voit le Bigfoot. D'ailleurs, t'as plein de petites blagues cachées comme ça. Ils ont trouvé une impro au doublage où, en fait, ils répètent, il faut une balle, et c'est a bullet, et l'autre fait a bullet. Comme ça, et t'as à chaque fois l'orage qui frappe, et à la fin, il ferme les volets, ils disent, putain, mais on en a marre, quoi. On s'entend plus. Ouais, et du coup, sans cette scène, qui est la scène d'introduction des balles en or, on n'aurait pas eu la carotte d'or à la fin, et donc on voit les liens qui sont faits entre comment le traitement des légumes influence
le traitement visuel du film, en fait. Et donc, c'était une super belle scène, et c'est à ce moment-là que je me suis dit... En fait, moi, avant cette scène-là, je comprenais pas vraiment quel était l'intérêt esthétique du film. Avant cette scène-là, moi, l'esthétique du film ne m'a pas marqué tant que ça. Ah ouais. Et puis après, j'ai vu cette scène avec Kera la bougie, j'étais en mode, ah ouais, putain. Ouais. Le Barry Lyndon des C'est ça. de la stop motion, C'est quoi. comme t'as la scène de l'église, le premier massacre, Oui. avec le vicaire qui est en mode, on sait pas s'il se fait avoir, c'est la première victime, c'est toujours un peu un des personnages secondaires qu'on connaît pas trop, qui se fait avoir. Pareil, là encore, ce truc de monstre, c'est-à-dire c'est toujours, on voit jamais la créature, on voit juste le visage épouvanté de la victime, donc là t'as toute une blague sur le fait que il mange pas le vicaire, il mange les légumes qui sont derrière en offrande, hein, presque. Et t'as la blague avec le crucifix en concombre, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je pense aussi que... Et on en a parlé juste avant, que voilà, c'est Gourmet a remporté un prix. Statuette. C'est que vraiment, c'est un film de cinéphile, quoi. Ouais, bah tu vois là, ça me fait penser, dernière mention que j'ai repérée, je pense que ça t'a parlé aussi, à la fin, dans le climax, quand tous les personnages sont devant le buffet et protègent leur truc, parce qu'il y a le lapin-garou qui rôde autour, il y a une meuf, enfin une vieille dame qui prend littéralement sa courge, et la met dans une poussette et s'enfuit. Et on voit en fait, comme une vague, comme s'il était sous l'eau, le lapin qui creuse son trou et qui fait des reliefs dans le gazon. Et là, moi, j'ai pensé à la fois à Jaws, aux Dents de la Mer, où c'est tout le monde en mode « Ah, reviens, le bébé !» où ils sont tous en mode « Ah, viens, viens, viens !» Et d'un autre côté, j'ai pensé à The Mist, sur le côté, tu vois, où en fait, ils sont dans le supermarché, où ils sont en train de dire « Reviens, rentre avant que le monstre arrive !» Et à un moment, quand elle décide de revenir et que ça attire le monstre vers eux, ils sont en mode « Non, casse-toi, casse-toi, casse-toi !» Je suis d'accord pour la première référence à Jaws, parce que c'est typical référence qu'on voudrait placer à ce moment-là. Ouais. Maintenant, The Mist, même si j'aime beaucoup le film malgré ses défauts, et le fait qu'il ait une fin excellente malgré tout ce qu'on en dit, Deuxième haute soupe. il y a, je pense, trop d'écart entre les deux tons. Je suis complètement d'accord pour Jaws. Maintenant, je pensais que t'allais me parler de King Kong, en fait. Oui, mais j'ai quand même... Parce que climax référence dans le film... On va pas pouvoir toutes les citer, mais effectivement, il y a King Kong où voilà, et le lapin-garou est en train de faire littéralement King Kong sur un building. Ouais. Et en fait, je pense, on peut pas tout citer ici, mais c'est une mine d'or de références depuis le début, comme on a dit dès la première scène. Mais en soi, voilà, c'est à retenir pour ce premier argument, ce premier point d'Antoine, c'est que c'est un film à tiroir, c'est un film de cinéphile. De cinéphile avec la nourriture, du coup, comme t'as dit, qui permet de traiter le film comme un film de genre. Et de créer le décalage par rapport à celui-là, du coup. Ça fait pas peur aux enfants. Et ils le disent eux-mêmes, dans les réalisateurs Nick Park et tout ça, ils disent c'était dans leur intention de faire un film d'horreur pour végétariens. Bah écoute, moi je veux bien arriver à mon point numéro 2. Bah en fait non, parce que c'est chacun son tour. Waouh. Sinon c'est pas rigolo, ok. D'accord, bah vas-y alors. Bah écoute, moi je vais t'embarquer pour une petite aventure, parce que dès le début du film, j'ai vu un truc, et je me suis dit, attends, est-ce que c'est ça ? Toi Antoine, toi auditeur, je vais vous embarquer dans une espèce d'analyse un peu longue, mais qui, j'espère, vous perdra pas trop, et qui part de l'hypothèse que le film, au-delà d'être un hommage, comme on a dit, au film de genre et tout ça, de la Hammer, est une métaphore de la gestion de la criminalité en Angleterre. En ruralité. En ruralité. Dans les petits villages campagnards. Bah écoute, nous t'écoutons tous. Pour commencer, moi je suis parti de mon vecteur, ça a été la nourriture, et je me suis dit, la nourriture, dès le début, elle est montrée comme un trésor. C'est-à-dire qu'elle est gardée par des lasers, par des trucs anti-vol. Donc la nourriture, c'est littéralement des coffres-forts en fait. La nourriture, donc c'est des lingots d'or. Et c'est protégé à tout prix. Donc dans ce cas-là, si tu as des choses précieuses gardées par un coffre-fort, ça appelle forcément à un voleur. Là, le fait étant, le voleur, c'est des lapins. Et les lapins, comme tous les animaux dans ce film, en fait, j'ai remarqué, les animaux ne sont pas vraiment des animaux. Dans tous les films, en général, pour l'instant, de Wallace et Gromit et Chicken Run, les animaux, c'est des métaphores, c'est des versions des humains. Même dans Shaun le mouton, on pourrait revenir. Ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les animaux sont aussi, voire plus intelligents que les humains. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, dans Chicken Run, c'est une métaphore de l'Holocauste, donc c'est des juifs, littéralement. Dans Wallace et Gromit et l'autre chien, le chien du méchant, je sais plus comment il s'appelle, c'est littéralement des enfants, en fait. C'est les progénitures de ces personnages-là. Et littéralement, en fait, c'est des humains en devenir. Du coup, je me suis dit, les lapins là-dedans, qu'est-ce que c'est ? Ils sont montrés comme littéralement des parasites. En début, ils sont là partout. Dès qu'il y a de la bouffe, ils essayent de la manger. C'est des nuisibles.
Et donc, est-ce que du coup, ça serait pas la métaphore de délinquants, de criminels qui sont des voleurs, petits bandits, quoi. Donc des gens inadaptés socialement. Tout, comme je t'ai dit, corrobore, tout est confirmé par le film. C'est-à-dire que déjà, t'as un champ lexical de la richesse, avec tout le côté, comme je t'ai dit, des personnes, en fait, qui parlent à leurs légumes comme si c'était des trésors. Du film de braquage aussi, avec les lasers, avec la course-poursuite dans le terrier, avec le premier lapin-garou, où t'as vraiment l'impression que c'est un plan de French Connection, des choses comme ça, tu sais, truc de gangster, quoi. Au-delà de ça, la richesse, d'un autre point de vue, la vertu aussi. C'est-à-dire que les légumes ne symbolisent pas seulement la richesse physique, mais aussi la richesse morale, c'est-à-dire la vertu, la pureté des gens. Parce que, par exemple, à un moment, t'as une blague qui est faite sur un fermier qui dit « Regardez ce qu'ils ont fait à ma pauvre Lucette », et tu vois une femme qui tend littéralement une courgette à hauteur de sa poitrine qui a été mangée. T'as un peu le côté, ils ont abusé de sa vertu, ils ont fait du mal à Lucette, on sait pas si c'est la femme ou le légume, ça porte à confusion. Mais un autre point, parce que là je vois tu grimaces un peu, il y a une grosse référence à Orange Mécanique dans le film sur la réinsertion des lapins, où en fait dès le début, ces gros mythes, ils sont en désaccord avec le méchant qui lui a envie en fait de exécuter. Il dit ces délinquants-là, ces choses-là, ces vermines, on les tue. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Au contraire, Tipette, du coup le love interest, et ces gros mythes sont plus d'un côté pacifiste, c'est-à-dire si on les arrête mais on les tue pas. On essaye de trouver un moyen de les réintégrer, c'est dit texto dans le film, et le plot du film, c'est vraiment ce qui essaye de laver le cerveau aux lapins pour essayer de les réintégrer dans la société. Et Antoine, j'en fais appel à ta connaissance. Quel autre film, grand classique du cinéma, utilise un lavage de cerveau sur des criminels ? Bah, tu l'as dit juste avant, Orange Mécanique. Voilà, exactement. Donc, par rapport à la vertu, Tipette et tout ça, elle est toujours habillée en légumes. Tipette, à chaque fois, elle est habillée soit en courgette, sa tête avec ses cheveux, ça ressemble à une grosse carotte, elle est désirable. T'as ce qui du coup devient le lapin-garou. Spoiler, ça fait appel à son côté un peu bestialité, homme, un peu instinct primaire, qui veut littéralement la manger, Tipette. À un moment, il a très très faim de la bouffer. Hein. Il a pas envie de la manger. Hein. Il a envie de manger. Il a envie de l'enlever parce qu'il l'aime, parce qu'il y a Wallace à l'intérieur qu'il aime. Il a pas envie de la manger. Bah, la toute première scène dans la serre, quand elle lui présente ses légumes, elle me dit regardez mes beaux melons et tout. Ah. Et t'as un côté où lui, il est en mode ouais, ça a l'air appétissant, tu vois. Il y a ce côté sexuel. Et la serre, tu me fais le pont, la serre, en fait, c'est littéralement un coffre-fort. Elle est cachée derrière un super mécanisme, c'est un coffre-fort, c'est sa réserve, en fait, c'est l'opulence. Et même, en fait, tout le scénario, tous les légumes, en fait, c'est des gens qui ont des richesses et qui font un concours pour faire celui qui sera le plus opulent devant les autres et qui aura la meilleure récompense. T'as raison. Sur le fait qu'il y a un lien entre la criminalité, le traitement de la criminalité dans l'Angleterre rurale, et un message pro-réhabilitation contre un message de la peine de mort, concrètement. Ouais. Et je pense que là, t'es en train de partir sur un autre truc qui est la richesse, qui est plus à voir avec ton analyse de film de braquage et tout. Bah, en fait, pour moi, c'est comme je suis parti de l'analyse du film de braquage et tout ça, ça a fait découler la criminalité, parce que t'as pas de trésor sans voleur, et inversement. Et c'est pour moi, les deux sont liés, tu vois. Et tout est en rapport avec ça. Le dernier petit truc que j'ai trouvé, c'est à la fin, le personnage du méchant, il a un toupet. Et c'est son truc, en fait, tu vois. Et à la fin, il perd son toupet, et il est remplacé par quoi ? Son toupet par une putain de barbe à papa. Là encore, ce qui était hyper précieux, en général pour lui, est remplacé par de la bouffe. Oui. Tout ce côté trésor précieux fait un rapport direct avec les lapins qui veulent le manger, et du coup, le voler, le prendre pour eux. Et la seule limite que j'ai par rapport à tout ce discours, comme tu disais, anti-peine de mort, tout ça, c'est la fin où en fait, au lieu de faire une vraie conclusion à ça, c'est-à-dire, c'est des lapins, on les réintègre dans la société, ils décident de les mettre dans une propriété pour qu'ils soient un peu entre eux. On sait pas trop, c'est un peu un centre de réhabilitation, on sait pas trop. Donc c'est là où je grince un peu des dents, je me dis, vous teniez un truc très fin en troisième couche, en troisième fond de lecture, tout ça. Et à la fin, on sait pas vraiment s'ils s'en sont dépatouillés, parce que t'as tout un rapport, comme je te dis, à la réinsertion. Là, moi j'ai un problème avec pas avec l'analyse, parce que je la trouve très juste, même si je trouve qu'elle va un peu loin. Ce que je n'aime pas, c'est l'avis du film là-dessus. En fait, moi non plus, je suis un peu bancal. Parce que il y a une essentialisation de la criminalité. C'est-à-dire que tu es criminel et c'est tout ce que tu seras.
Un lapin mange les carottes des autres. Et puis en fait, la solution aux criminels, c'est pas d'accepter en fait qu'il y a des criminels, ce qui pour moi est quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter même dans notre société aujourd'hui. C'est qu'il y a un article dans le monde diplomatique qui en est sorti sur la religion sécuritaire, comme quoi vraiment l'insécurité est quelque chose qu'on met au-dessus de tout, alors que l'insécurité, il y en aura toujours. Dans 20 ans, il y aura toujours des personnes qui volent, qui tuent, qui voilà. Et au lieu de faire notre mieux tout en acceptant que c'est une part de notre vie, on fait tout pour l'endiguer, quitte à réduire la liberté individuelle de ceux qui commettent ces crimes. Et vu que dans la réalité, ceux qui commettent des crimes sont poussés à le faire, pour la plupart, là, dans le film, ils le sont pas. C'est leur nature qui leur pousse à commettre des crimes. Ouais, les lapins, c'est leur nature qui leur pousse à manger des carottes, alors qu'un criminel, c'est pas sa nature qui le pousse à commettre un crime, à voler par exemple. C'est ses conditions. Ouais, c'est vrai que après, surtout que les lapins, en fait, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je revenais dessus. Ils mangent tout. Ils mangent de la viande, je crois, à un moment. Je sais plus trop ce qu'ils foutent dans le frigo, voilà, ces gourmites. Ils mangent tout sauf des carottes. Parce que j'ai regardé sur internet, après, je me suis dit, mais attends, les lapins, ça mange quoi en fait? Il y a plein de légumes. S'ils en mangent, ils meurent. Donc en gros, c'est vraiment le film, il s'est dit, ok. Oui, ils ont pris un rongeur, histoire de... Ouais, c'est ça, mais encore une fois, tu vois, ils ont fait le film il y a 20 ans, on saura jamais ce qu'ils avaient dans la tête, et du coup, non, on arrive avec le film, et c'est là où, en fait, tu peux faire des interprétations. En fait, le film, il leur appartient plus, et il y a des choses qu'en fait, tu vois, qu'ils pourront pas forcément défendre. Ouais. Du style, la résolution dans ce qu'on dit. En soi, dans l'histoire, c'est des lapins, ils ont rien demandé à personne, on les met dans un endroit où ils pourront manger des légumes sans être embêtés. Bah, c'est très beau, mais du coup, si on part du prisme de l'analyse que j'ai fait sur le fait que c'est des voleurs et ils ont passé du temps à essayer de prendre des choses précieuses, bah qu'est-ce que c'est en fait? C'est un centre de réhabilitation, et est-ce que c'est une vraie solution à ce genre de problème, tu vois? Analyse pointue, message du film, pas ouf. Pour moi, t'es peut-être allé un petit peu trop loin sur certaines justifications. Mais parce que tu pouvais t'arrêter aux richesses et aux criminels qui prennent ces richesses. Mais après... Justement, moi, ce qui était bien, c'est que t'avais plein d'éléments qui montraient ça, quoi. Même le toupet, quand j'ai lu ça, je fais, allez, c'est bon. Le toupet, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est un peu tiré par les cheveux. Bah, justement, pour moi, non, parce que ça répond d'un processus, c'est-à-dire que les mecs, ils ont écrit la blague, ils l'ont tournée, ils ont animé la barbe à papa. Le mec, c'est littéralement ce qui le définit. Il perd son toupet, il a plus de crédibilité. Ce qui le définit, c'est plus son fusil que son toupet. Son fusil, et le toupet revient souvent. Et le toupet revient souvent, c'est vrai. Et tu vois, donc, après, tu vois, je cherche pas à te convaincre, tu vois. C'est juste, moi, je pose ça là, je dis, voilà une analyse que j'en ai faite. On est personne pour dire cette analyse est gravée dans le marbre, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Non, mais en plus, moi, je peux te rejoindre un peu sur mon analyse, sur mon point, parce que j'en parle aussi du toupet. Je comprends que ce soit un élément principal pour nourrir cette analyse. Moi, je vois plutôt ça comme une vanne qui fait rire les gamins. Ouais, mais alors tu peux dire ça de tout le film, parce qu'il y a beaucoup... Non, je trouve que le rapport... à la fin, le rapport entre les lapins, la chasse, la mort, pas la mort, la conclusion finale, avec qu'est-ce qu'on en fait, le lavage de cerveau, tout ça, ça marche. Je trouve juste que ça, c'est un élément qui peut être accordé, en fait, qui pour moi est juste pour tourner en ridicule une dernière fois l'antagoniste, quoi. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais en soi, ça s'inscrit, tu vois. Oui, ça s'inscrit, c'est vrai. T'avais un dernier point. Moi, j'ai plus rien. J'ai plus de cartouches. C'était tout ce que j'avais. Mais toi, t'avais un autre truc à dire, je crois, sur le film. Un autre point d'analyse. Une dernière, ouais. Moi, j'ai vu dans ce film une critique du conservatisme. Enfin, du conservatisme rural. Dans le film, on voit très bien que les légumes sont conservés pour un même et unique but, le concours. Personne ne... Alors c'est assez marrant, il y a très peu de personnes qui cultivent leurs légumes pour les manger dans ce film. Ouais, d'ailleurs, ouais, et ça me fait penser que t'as raison, en fait, personne les cultive pour la base, c'est-à-dire le potager, en vrai, c'est la fierté de quelqu'un en campagne, c'est ton travail, faut le faire pour faire un potager qui est bien important, tu vois. Tout à fait. Et là, vu qu'ils le font tous pour le concours, donc le concours dans ce film, c'est semblable au feria, au tombola qu'on peut voir dans la ruralité française, et qui, comme dans ce film, est une fierté parce que c'est une activité et qu'il n'y en a pas beaucoup des fois dans certains patelins. C'est la reconnaissance auprès des autres, ouais. C'est ça. Et donc, pour moi, il y a une forme... En fait, tout ça, c'est lié aux traditions. Chaque année, il y aura la tombola. Chaque année, il y aura la feria. Ça fait des décennies qu'elle y est. Et chaque année, il y aura le concours du meilleur légume. Du coup, en quoi c'est une critique ?
C'est une critique parce que derrière la question de la conservation du légume pour le concours, le film parle de la conservation des traditions rurales, nous dit que les réflexes conservateurs ne sont pas viables pour garder ces traditions. Pour faire passer ce message, il utilise l'antagoniste, qui s'appelle Hector Quatremain. Ah bah voilà, tu aurais pas pu me le dire depuis que je galère toutes les autres fois où je te disais ouais, je sais plus comment il s'appelle. Hector Quatremain. Voilà, merci, super. Le mec est chasseur, frimeur, fermé d'esprit. À l'image de Gaston dans La Belle et la Bête, c'est la grande caricature du conservatisme rural. Celui qui est refermé sur lui-même, qui est fier de ses traditions et qui ne veut surtout pas être ouvert à de nouvelles choses. Et le message, du coup, passe surtout par ses motivations. Les motivations de Hector, elles sont faussement samaritaines. Il dit vouloir faire ça pour le bien du village, pour le bien du concours, mais en réalité, c'est ses ambitions personnelles qu'il nourrit. En réalité, ce que Hector veut faire, c'est tuer le lapin-garou, qu'il apprendra plus tard, et Wallace, pour avoir la femme qu'il désire. Du coup, Wallace, qui est aussi son concurrent. Exactement. Wallace qui représente aussi un certain progressisme, puisque lui, il fait des machines, il utilise de l'électricité, et surtout, il ne tue pas. Il est profondément pacifiste, ouais. Exactement. Et en fait, on se rend compte que la chasse du lapin-garou, la préservation des traditions, tout ça n'est qu'un prétexte pour Hector, qui a simplement soif de meurtre. Et non mais vraiment psychopathe, son chien, putain, c'est ça en plus, le mec l'image du chasseur a son chien quoi, c'est toujours comme ça. Et pour le coup là, le chien est un peu marrant puisqu'il nourrit une rivalité avec le chien de Wallace du coup. Oui. Donc on a deux chiens, un qui est ultra expressif et l'autre qui est sous-expressif. Ah, il est bien expressif quand même, le chien il est moins expressif que Gromit, mais quand même il a ses expressions. Non bah justement, pour moi le chien le moins expressif c'est Gromit. Voilà, le chien du chasseur, il a un grand sourire, il a des grandes dents. Oui, c'est vrai que Gromit il a pas de bouche. Exactement, le chien du chasseur, on le voit au moment où Wallace se transforme en lapin, il fait une tête, laisse-moi rentrer dans la voiture s'il te plaît, Gromit. Oui, mais par contre, là je défends Gromit, parce que Gromit, ok, il a pas d'expression sur le visage, en tout cas c'est que avec ses yeux que ça passe, et son corps est beaucoup plus... Il y a des subtilités. Il y a des subtilités, c'est juste que l'un est beaucoup plus rentre-dedans. Oui. En version qui est du coup liée avec son maître bouche, que l'autre. Quoi. Ça facilite les choses. Et du coup, cette hypocrisie, pour revenir à Hector, son hypocrisie, elle se caractérise grâce à son toupet. J'en veux la situation, littéralement la phrase qu'il dit lors de sa présentation. Hector, il fait face à cette femme et il lui dit « Tout est d'origine chez Hector Quatremain ». Donc tout est traditionnel, tout est pur sang. Tout est pur sang. Et là, son toupet part en arrière. Oui. Donc comme quoi en fait tout ça n'est qu'une façade. Et à travers tout ça, pour moi le film dit clairement que c'est pas avec des conservateurs chasse et pêche, oh là là mon chien, ma chasse, mon saucisson qu'on va arriver à conserver nos traditions. Au contraire, c'est peut-être en regardant vers le futur, regardant vers du pacifisme, regardant vers les technologies, qu'on va arriver à ce qui dure depuis des millénaires. À trouver pas un équivalent, mais un compromis. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça, un compromis qui garde les traditions. Équilibre, voilà, c'est ça que je trouve. C'est ça. Cet équilibre ne peut pas être atteint en gardant les solutions d'un certain temps. Mais ça me fait penser, tu vois, là tu disais, c'est un dernier truc, tu vois, qui pop, bon, ça fait partie des lectures que beaucoup de gens, je pense, peuvent voir dès le film, c'est le côté classique aux thématiques de loup-garou, c'est-à-dire, n'est pas bête celui qui ressemble, et n'est pas monstre celui qui n'y ressemble pas, tu vois, c'est... Chez moi, on dit, on ne juge pas son bouquin, On ne juge pas un livre à sa couverture. C'est ça, mais... Je suis libraire, tu vas pas m'apprendre. C'est ça. mais voilà, l'habit ne fait pas le moine, voilà, c'est ça. Qui sont des thématiques très récurrentes au film de loup-garou, mais parce que c'est super Exactement. bien. C'est un film qui a beaucoup d'aspects progressistes, pacifistes, mais qui, dans sa conclusion, se rate un peu. Moi, mon mot de la fin, ça serait, par exemple, comme on l'a vu, tu vois, si on gratte vraiment et qu'on essaye vraiment de chercher la petite bête, on peut trouver des petits grinçages dedans sur les thématiques et sur les messages qu'ils veulent donner, ou en tout cas qu'on arrive à trouver dedans, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on dit, ils l'ont pas forcément souhaité, mais on peut l'interpréter comme ça. C'est un peu raté peut-être sur la fin, c'est pas si maîtrisé que ça, mais ça reste quand même un de ces films pour enfants, intemporels, et pour tout le monde. C'est les vrais films familiaux que tu peux regarder autant à 6-7 ans si t'as pas trop peur, comme à 20 ans, parce qu'en fait, c'est un calepin de références et de sous-entendus, comme Shrek. Oui, il fait partie de la liste des films d'animation qui prend pas les enfants pour des... Exactement. Et ils sont assez peu pour être notés. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, hein.
En recommandation, si jamais des gens veulent faire des carottes, tu me les conseilles au sucre et en Vichy. Mettez un petit peu de beurre dans une poêle, mélangez-y du sucre jusqu'à ce que ça devienne une petite mousse dans votre poêle chaude. Ajoutez-y vos carottes coupées en rondelles. Faites-les retourner dans ce sucre mélangé au beurre. Ajoutez-y de l'eau bouillante et un bouillon de poule. Et ça vous donnera des carottes Vichy qui feront passer n'importe quel rhume. Moi, je vais conseiller un autre truc avant qu'on se quitte. Si vous faites des carottes râpées, faites gaffe à pas trop mettre d'huile d'olive ou de vinaigre parce que les carottes râpées boivent le truc. Donc t'as l'impression que t'as rien dans tes carottes râpées. Et quand tu manges, c'est gras au possible. Et moi, c'est comme ça que ça m'écoeure après. Si vous faites des carottes râpées en salade, faites gaffe. Dosez-vous, quoi, soyez pas... Mais moi, j'adore l'huile d'olive aussi, c'est pour ça. Sur ces petits conseils culinaires, c'est là qu'on va se quitter. Merci d'être resté jusque-là pour ce premier épisode. On a testé une recette, je pense que c'est celle qui convient. On se donne rendez-vous pour le deuxième épisode qui sera sur un ingrédient mystère. Je pense que c'est Antoine ou quelqu'un d'autre qui le choisira. D'ici là, j'espère que cet épisode sera bien distribué sur les plateformes comme Moi du futur y arrivera. Mettez une petite notation parce qu'on n'apprend rien. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à faire recenser le podcast. Il est tout jeune, il est tout beau, il a besoin d'encouragement. On se donne rendez-vous d'ici un mois pour une nouvelle analyse culinaire et filmique. D'ici là, bonne soirée, bonne journée et bon appétit. Bon appétit. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.